Salut, c'est Ginette. La guerre froide est finie depuis 25 ans, pourtant à y regarder de plus près, on pourrait se demander si le régime communiste n'a pas encore un orteil sur le fil de la provocation. Pour le comprendre, intéressons-nous de plus près à ce conflit qui dura près de 45 ans. La guerre froide n'est pas une guerre à proprement parler, il s'agit surtout d'une période de tension sur fond d'idéologie et de politique entre les États-Unis, l'URSS et leurs alliés respectifs. Débutée tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques mettent en place en 1946 le rideau de fer, matérialisé par des lignes barbelées, des miradors et des champs de mines, pour délimiter leurs frontières. C'est en 1947 que le conflit entre le régime communiste et les démocraties occidentales commence. Une vraie course entre deux grandes puissances où tous les coups sont permis. Propagande, espionnage, actions secrètes, allant jusqu'à la conquête de l'espace, l'armement nucléaire, les compétitions technologiques et même sportives. On qualifie cette guerre de froide car aucun des deux camps n'a voulu rentrer dans une troisième guerre mondiale et a préféré jouer sur la dissuasion nucléaire malgré des conflits majeurs. On distingue deux blocs. L'URSS, alors dirigée par Staline, s'allie entre autres avec la Chine, l'Europe de l'Est et Cuba pour former le bloc communiste. Ces pays sont liés militairement par le pacte de Varsovie. En gros, tu viens me faire chier et tous mes copains se ramènent pour te casser la gueule. Les États-Unis, avec à sa tête Truman, entourés par l'Europe de l'Ouest et quelques pays du tiers-monde, forment le bloc occidental. Ils sont liés par le plan Marshall et l'OTAN. En 1945, suite à sa défaite, l'Allemagne est punie et se retrouve divisée en 4 zones d'occupation. À l'ouest, les Américains se partagent le territoire avec les Français et les Anglais. L'est de l'Allemagne est occupé par les Soviétiques. Berlin est divisé de la même manière, l'ouest occupé par le bloc occidental et l'est par le bloc soviétique. Pour rappel, la Grande Alliance qui réunissait les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique avait réussi à disloquer l'Allemagne nazie. Les incompatibilités politiques et idéologiques avaient, à l'époque, été mises de côté, mais après la fin de la Seconde Guerre mondiale, chaque parti a repris ses convictions. En 1948, les alliés de l'Ouest décident d'unifier leur zone et de créer une monnaie unique. Staline, n'ayant pas été convié, décide donc de bloquer les routes menant à Berlin-Ouest. Le blocus commence. Berlin résiste alors que Staline met tout en œuvre pour que les Occidentaux quittent la capitale afin d'en prendre sa possession totale. Les Américains, ayant de plus en plus de difficultés à accéder à Berlin, décident de passer par les airs. En un an, pas moins de 280 000 vols vont traverser le pays, soit un avion toutes les 2 minutes. Ils vont livrer à Berlin 2,3 millions de tonnes de marchandises. Malgré ce ravitaillement, Berlin subit des pénuries. Les habitants sont obligés de cultiver eux-mêmes leurs vivres et le marché noir prend place. En 1949, les Soviétiques n'ayant pas réussi à virer les résistants de Berlin, le blocus est levé. L'Allemagne est officiellement divisée. La RFA, République fédérale d'Allemagne à l'ouest, et la RDA, République démocratique d'Allemagne à l'est. À l'origine de cette guerre, une négociation de territoire qui tourne mal. En 1944, lors de la conférence de Yalta, Staline promet à Roosevelt que l'URSS aidera les États-Unis dans leur combat contre le Japon. En échange, les deux États se partagent provisoirement les terres coréennes appartenant à l'époque au Japon, l'URSS recevant le nord et les États-Unis le sud. Les Coréens ne sont pas très contents de cette situation qui s'éternise. L'ONU va donc proposer des élections dans toute la Corée. Ça aurait pu en rester là, mais encore une fois, Staline va l'ouvrir. Bon, peut-être pas à tort, car celui-ci estime que l'ONU est beaucoup trop proche des États-Unis, la majorité des États membres de l'ONU faisant partie du bloc occidental. Donc, il refuse une élection en Corée du Nord qu'il contrôle. L'ONU fait donc des élections en Corée du Sud remportées par le nationaliste Syngman Rhee. La Corée du Nord fait aussi des élections mais dans le dos de l'ONU et c'est le communiste Kim Il-sung qui y est élu. Une union entre les deux Corées est alors décidée par ces deux dirigeants, mais évidemment, chacune des républiques prétendait représenter la péninsule tout entière. Kim Il-sung ne l'entend pas de cette oreille et décide d'attaquer la Corée du Sud. Les soviétiques l'ayant fourni en armement, les militaires nordistes ne trouvent quasiment pas d'opposition. Nous sommes en 1950 et la guerre commence. L'ONU, qui se trouve libérée de l'URSS, qui a quitté le Conseil depuis quelques mois et ne peut donc plus poser son veto, en profite pour envoyer des troupes pour soutenir la Corée du Sud. S'ensuivent des offensives d'abord maîtrisées par le bloc occidental, l'URSS se faisant plutôt discrète vis-à-vis de son soutien pour la Corée du Nord. Mais en 1951, la Chine leur envoie du soutien, permettant de repousser les Occidentaux. À ce moment-là, on frôle de très très près la Troisième Guerre mondiale. Il faudra l'intervention de Truman pour calmer le jeu et entamer des négociations à partir de 1952.
La situation ne se débloquera qu'à la mort de Staline en 1953. Un cessez-le-feu est signé mais aucun traité de paix. Donc officiellement, les deux Corées sont toujours en guerre aujourd'hui. Comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, depuis 1949, l'Allemagne est coupée en deux et Berlin aussi. L'ouest de la capitale est détenu par le bloc occidental et l'est par les soviétiques. Berlin-Ouest, grâce à l'aide des Américains, a maintenu son essor économique, tandis qu'à l'est, dû à l'opposition des soviétiques, le niveau de vie des Berlinois est au plus bas. Les gens de bonne instruction, titulaires de diplômes ou de métiers donnant droit à un bon salaire, fuient vers l'ouest. Pour en terminer avec cette évasion massive, la RDA, sous la pression soviétique, érige dans la nuit du 12 au 13 août 1961 un mur entourant tout Berlin-Ouest sur une longueur de 155 km. Des gardes armés en haut de corridors surveillent et tirent sur quiconque essaie de passer ce mur. Il y eut environ 500 Allemands tués alors qu'ils tentaient de passer du côté du bloc occidental. Alors, il y a quand même des checkpoints pour entrer et sortir de Berlin-Ouest, mais seuls les diplomates, les journalistes et les non-allemands avec un visa d'une journée sont autorisés. À partir de 1971 et après de dures négociations, le mur est ouvert partiellement. À la seule condition d'avoir un visa, les Berlinois de l'Ouest peuvent se rendre côté Est pour quelques jours. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas, les Berlinois de l'Est ne peuvent toujours pas passer le mur. Depuis quelques années, Cuba s'est fortement rapproché de l'URSS, d'autant plus que le débarquement de la baie des Cochons visant à renverser Fidel Castro lui a laissé un goût amer. Les relations entre le bloc de l'Ouest et le bloc communiste se tendent de plus en plus. À cette période, l'URSS rattrape son retard sur la conquête spatiale en envoyant son premier satellite en orbite en 1957. En 1961, Youri Gagarin devient le premier homme à voyager dans l'espace. Khrouchtchev rencontre Kennedy, fraîchement élu, et lui fait bien comprendre que la moindre nouvelle tentative sur Cuba provoquera une troisième guerre mondiale. Sauf qu'il est bien gentil, Khrouchtchev, mais c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. En 1962, il lance l'opération Anadir, qui consiste à livrer des missiles nucléaires à Cuba. Mais quelques mois plus tard, Kennedy reçoit des images volées par ses avions espions. Les photos laissent apparaître des rampes de lancement balistiques, laissant supposer que des missiles à tête nucléaire peuvent être tirés pour atteindre tout le sud-est des États-Unis. Quelques jours plus tard, Kennedy apprend que des cargos soviétiques ont été repérés en Atlantique, avec sur leurs ponts des fusées offensives et des bombardiers. Kennedy tape du poing sur la table, menaçant l'URSS d'une troisième guerre mondiale si le moindre missile attaque sur le continent américain. Il a fallu à nouveau beaucoup de négociations pour calmer le jeu. À partir de 1963, les États-Unis et l'Union soviétique acceptent de se rapprocher en créant le téléphone rouge, reliant la Maison-Blanche au Kremlin. Cette ligne leur permet de se concerter rapidement sur un désaccord plutôt que de laisser s'envenimer une situation toujours à la limite d'un conflit mondial. Il faudra attendre 1988 pour que Gorbatchev, alors dirigeant de l'URSS depuis 1985, retire les troupes soviétiques de l'Allemagne. Et dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de la honte va enfin tomber. Petit à petit, l'Union soviétique se désengage, ce qui permet de régler énormément de conflits. Les dictatures d'Amérique latine tombent, Nelson Mandela est libéré, ce qui mettra fin à l'apartheid. Les troupes du Vietnam quittent le Cambodge, l'armée rouge quitte l'Afghanistan. En décembre, George Bush rencontre Gorbatchev et décide ensemble de mettre fin à ce conflit. C'est le début du désarmement nucléaire. En 1991, Boris Eltsine est élu président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, faisant de lui le premier président non communiste d'une république soviétique. Malgré un putsch dont il va se sortir après quelques jours de séquestration, plusieurs républiques quittent l'URSS. En décembre, l'URSS n'existe plus. Gorbatchev est contraint de démissionner et Eltsine devient président de la Fédération de Russie. Au vu de ces conflits, on a l'impression que rien n'a changé. Bon, ok, la plupart a gagné en qualité de vie, l'Europe occidentale a continué de se développer, mais on sent toujours dans l'alliance entre Poutine et Kim Jong-un qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça explose. J'avais envie de vous conseiller un bon film traitant de ce sujet, mais ils sont tellement nombreux, je suis sûre que vous saurez où les trouver si vous voulez en apprendre encore plus. À la place, je vais vous conseiller un jeu, il s'agit de Paper Please, dont je vous mets le lien sous la vidéo. Vous incarnez un douanier laissant ou non rentrer des citoyens dans votre république sur un fond un peu soviétique quand même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, partagez, abonnez-vous pour ne louper aucun des prochains épisodes. Je vous fais plein de bisous baveux et à très vite.